Film. Donc je fais une présentation PowerPoint, on va essayer d'afficher là, on va y arriver, je pense que c'est juste un petit problème technique, parce qu'en général on est dans la salle du haut. Voilà. Donc le dispositif conseille une présentation un peu classique en image du film, avec une problématique que je vous pose, et après on a un temps d'échange. Alors le temps d'échange tel que je le conçois, c'est un temps où je vous pose des questions. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire un grand débat sur est-ce que j'ai aimé ou pas aimé le film. C'est plus l'idée de se poser la question, quand on voit un film, alors là on est sur du cinéma d'auteur, plus ou moins, hein, c'est-à-dire des gens qui ont pensé, c'est le cas de John Carpenter, vous voyez. Je pensais avec François, on programme ensemble, et une des idées c'était de passer Alien au début. Et en fait on s'est dit que Alien, ça avait été déjà, vous avez tous vu Alien? Yes. Alors on va faire un petit test, qui n'a jamais vu The Thing en salle? C'est quand même pas mal, ouais. Donc ça explique que vous êtes si nombreux ce soir. Alors, The Thing, je vais vous dérouler quand ça marchera l'histoire. C'est quand même un film culte de John Carpenter, il est au maximum de sa créativité. C'est aussi un grand échec, où John Carpenter, c'est un film de studio. Et après l'échec de The Thing, Carpenter a fait des expériences, on va dire, de façon plus impressionniste, avec des petits budgets. Il a eu une expérience difficile avec le cinéma, John Carpenter, et ce qui était intéressant, c'est à Cannes en 2019, je ne sais pas si vous y étiez ou si vous avez entendu parler de ça, il est invité par la quinzaine des réalisateurs. Et il a le Carrosse d'or. Et devinez, le film qui passe, il passe The Thing. Puisqu'en fait, The Thing a été à l'époque bâché par la critique, bâché par plein de gens, et aujourd'hui, il a le statut de film culte. Voilà, donc c'est ce qui m'intéresse, moi, c'est de programmer des films qui sont devenus cultes, en me disant mais qu'est-ce qui fait qu'on a envie de les revoir, et qu'est-ce qui fait que même si je vous raconte la fin de 2001, vous avez toujours envie de revoir 2001. C'est qu'effectivement, dans les images des films, il y a des petites choses qui sont données, il y a un point de vue sur le monde. Donc c'est ce point de vue sur le monde, si vous voulez, que dans une deuxième partie, on va essayer de discuter ensemble. Avec l'idée très simple que dans un film, il y a des personnages. Ces personnages représentent ce que j'appelle des archétypes, ou des idées clés. D'ailleurs que par exemple là on a un groupe de personnages, dans le groupe il y a un personnage qui se détache, et à la fin on se retrouve sur une discussion entre deux personnages. Qu'est-ce que ça veut dire, quelle est leur fonction, quel est le... Voilà. Alors mon cadre d'analyse, là je gagne du temps, mais je peux vous l'expliquer sans les images, c'est finalement de parler de deux choses. C'est plutôt la narratologie moi qui m'intéresse. Il n'y aura pas vraiment de notion de mise en scène. Alors, narratologie avec le parcours du héros, de Joseph Campbell, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'idée que les grandes histoires de l'humanité sont toujours en trois étapes. Il y a l'appel de l'aventure, le refus de l'appel, parce qu'on n'a pas envie de sortir de son petit confort, il y a des épreuves et il y a un retour. C'est pour ça que souvent vous avez des trilogies au cinéma. George Lucas, quand il fait Star Wars, eh bien, il rentre dans ce schéma narratif. Carpenter ne va pas du tout rentrer dans le schéma narratif. Mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de cinéastes aujourd'hui creusent la question qui est le début du parcours du héros, c'est-à-dire la confrontation avec la caverne. Quand je vous prends par exemple le Star Wars le plus intéressant, rappelez-vous, c'est quand Luke il va dans la caverne et il se confronte à Vador qui est un autre lui-même. Donc c'est la question de l'ennemi intérieur, de ce qu'on appelle l'ombre. Donc le film qu'on va voir ce soir va questionner cette notion que j'expliciterai. Donc je vais vous inviter à bien regarder ce personnage de monstre, un personnage de monstre qui est assez... Je ne sais pas, est-ce qu'on a fait mieux dans le cinéma après, pour les cinéphiles? Est-ce que vous pouvez me citer un film où il y aurait un monstre qui soit encore pire que celui qu'on va voir? Parce que vous l'avez déjà vu, le film en DVD. Pire comment? C'est-à-dire plus inventif, plus bizarre. Parce que moi je crois qu'effectivement, puis j'ai regardé, j'ai essayé de voir, mais j'ai dit, mais là ils ont été au maximum de ce qu'on peut faire, j'ai l'impression. Alors, on en discutera après. Alors peut-être que ça a mal vieilli, vous allez me dire maintenant avec les effets spéciaux on peut faire mieux, mais après il faut me donner des exemples. Moi j'ai vraiment cherché, et je me suis dit que là on est arrivé à un paroxysme de la créativité, du film de terreur. Alors pourquoi on terrifie les gens? Est-ce qu'il y a un propos politique dans le cinéma de Carpenter? Donc c'est ça qu'on va se dire, parce que moi j'aime pas trop les films d'horreur à la base. Le film qui est là juste pour vous faire peur, genre Vendredi 13, le slasher movie. Alors c'est quand même Carpenter qui crée le slasher movie avec Halloween. Il la marque Halloween, sauf que, je ne sais pas si vous avez vu les Halloween à partir du 3, c'est plus Carpenter qui est à la prod, c'est nettement moins intéressant. On est sur le truc classique d'un mec qui tue des ados. Voilà. Par contre là, dans la vision de Carpenter du mal dans Halloween, donc on va arriver à cette question fondamentale, c'est quoi le mal? Vous voyez, c'est cette question que je vais vous amener à réfléchir. Et en revoyant ce film, je me suis amusé à revoir des films de Carpenter, et je me suis dit, contrairement à Ridley Scott, Carpenter a vraiment
un fil conducteur dans son cinéma, qui est cette question du mal. Alors que Ridley Scott, j'ai envie de dire, c'est un bon faiseur, mais il fait un peu tout n'importe quoi. C'est-à-dire, il fait l'histoire des Gucci et l'histoire du dernier duel. C'est pas inintéressant, mais bon, voilà. Là, le problème, c'est que, alors, Ridley Scott fait toujours des films, et Carpenter n'en fait plus. Ça pose la question aujourd'hui, quand on est un cinéaste, j'ai envie de dire, qui a une vision du monde, et qui cette vision du monde, vous allez voir, elle est quand même assez dérangeante, est-ce qu'on peut toujours faire du cinéma à Hollywood? C'est une vraie question quand même. Est-ce que vous savez ce que fait John Carpenter en ce moment? C'est quoi son métier? Parce qu'il est toujours vivant. De la musique. De la musique. Est-ce que vous avez été l'écouter en concert? Alors, vous écoutez, moi, grâce à YouTube, il travaille avec ses fils. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, comme il ne peut plus faire de cinéma, alors, pour des raisons, peut-être que ces derniers films ont été très dérangeants. Il y a des films comme L'Antre de la Folie, je ne sais pas si vous l'avez vu, L'Antre de la Folie, quand on voit ça, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus sur la question de la création et le mindfuck que ça engendre, c'est-à-dire des personnages comme Lovecraft ou Stephen King, parce qu'en fait, il y a une grande référence chez Carpenter qui est Lovecraft. Hein, ça vous parle, ça, parce que Lovecraft, aujourd'hui, ça revient à fond dans les bandes dessinées, dans l'univers graphique du 9e art. Et puis, il y a aussi Stephen King. Il va adapter, par exemple, l'histoire de la voiture. Hein. Donc, dans L'Antre de la Folie, c'est un métafilm sur la création, c'est une question aussi que, je ne sais pas s'il y en a qui font du cinéma parmi vous qui s'intéressent, c'est que quand on fait un film sur le mal ou sur des trucs sombres, qu'est-ce que ça nous fait à nous? Est-ce que l'acte de créer est neutre? Vous voyez, ça, c'est un débat qu'on peut avoir et qui est assez intéressant. Voilà, donc chez Carpenter, il y a tout un fil conducteur de questionnement sur la société et une question beaucoup plus philosophique sur le mal. Alors, ça tombe bien, puisqu'effectivement, moi, mon angle d'attaque, c'est un peu la philosophie, hein, c'est de voir cette histoire de la création. Voilà. Alors, bon, je continue la présentation, parce que là, on a un petit bug, c'est la première fois que ça arrive. On va y arriver, mais bon, sinon, vraiment important, c'est la deuxième partie, parce que je prends des captures d'écran pour vous faire parler sur des images. Alors, je vais continuer d'introduire sur le point suivant, qui est de dire pourquoi un cycle sur les extraterrestres. Parce qu'en fait, on va s'inscrire sur 3 films. Donc le premier, on est bien entendu sur l'extraterrestre menaçant. Petite info, est-ce que vous savez que le film qui est sorti à peu près la même année, c'est E.T. Et E.T. a fait un succès. Donc les gens qui voient E.T., quand ils voient ça, alors ils n'ont pas forcément envie d'aller le voir en famille, celui-là. Et donc du coup, mauvais problème de programmation, le film sera très peu vu et sera un peu dézingué. Donc E.T., on est sur un film, bon, que je ne vais pas critiquer, parce que quand j'étais petit, ça m'a fait rêver, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il va devenir culte aussi, mais c'est des films qui sont à l'antithèse. Alors, est-ce que vous connaissez un film de Carpenter, qui serait un peu son E.T. à lui, mais qu'il va faire plus tard? Est-ce que vous l'avez vu, ce film? Il est ressorti en DVD. Starman, exactement. On en reparlera de Starman, parce que c'est un des rares films de Carpenter où on a une vision positive d'une énergie, d'une force, parce que ces extraterrestres qu'on va convoquer sur les 3 films, j'ai fait exprès de prendre des films où les extraterrestres ne sont pas vraiment personnifiés par des petits hommes gris ou des petits hommes verts. Qu'il y a l'idée d'une invasion par une force. Comme They Live. Hein, comme They Live. Ah oui, alors They Live, alors exactement, une très bonne oui. C'est des extraterrestres qui se sont incarnés. Alors They Live, c'est un film très paranoïaque, c'est un film qui fait hors studio, justement. Et à un moment donné, il y a un gros contexte politique, parce qu'il veut dénoncer le libéralisme, il veut dénoncer les républicains, hein, et donc il veut dénoncer la finance mondiale. Ça, il y a effectivement un gros truc là-dessus. Donc on va bien voir que la thématique extraterrestre, elle infuse tout le cinéma de Carpenter, sauf dans Starman, on est sur l'extraterrestre un petit peu menaçant. Le deuxième film sera sur la question des extraterrestres et du contact avec les extraterrestres, c'est Premier Contact de Denis Villeneuve. Donc c'est un problème très intéressant, ça touche à la question du temps. Et enfin, on travaillera sur un 3e film, qui est un film de Tarkovsky, sur la question d'une planète et de l'exploration d'une autre planète, aller chercher la vie ailleurs. Et donc on va se rendre compte que c'est intéressant, que la définition de la vie, ce qui est vivant, on l'a vu dans Marvel, hein. Marvel, on a la planète Ego, hein, qu'on a chez Jack Kirby, et bien dans Solaris, on a une planète aussi qui est vivante. Et moi j'ai un ami qui a fait un film que vous ne verrez pas au cinéma, qui s'appelle Le Temps des ovnis, et qui est très intéressant, dans le fait qu'il prend des témoignages, et tous les gens qui ont été en contact avec des formes de vie extraterrestres,
alors on ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai, mais les gens ils vous disent qu'ils ont vu des choses, et bien ça a changé leur conscience. Voilà. Et ça c'est un point qui m'intéresse, c'est le cinéma et la conscience. Ça veut dire que quand vous allez voir les 3 films qui sont totalement différents dans le registre, qu'est-ce que ça vous fait en tant que spectateur? Voilà. Et l'objectif c'est qu'on en discute après. Et voilà, et on a la présentation, François, c'est merveilleux. Donc je vais pouvoir, alors je vais accélérer parce que j'ai beaucoup de temps. Ce qu'il faudrait, c'est que je puisse avoir. Voilà, merveilleux. Est-ce qu'on peut le mettre en plein écran? Ça sera encore mieux. Voilà. Et comme ça, on est bon. Merci aux techniciens parce que là, c'est la première fois qu'on est dans cette salle. Donc Alain filme. Donc tout ce que je fais, c'est grâce à Alain qui met sur Internet avec moi. Donc c'est sur une chaîne YouTube qui s'appelle Liber Mundi où vous avez toutes les séances. Alors rapidement, hein, c'est ce que j'expliquais, c'est que moi je m'intéresse à réenchanter le monde avec des symboles. Hein, vous avez le monolithe de 2001. Alors, je fais des références à l'histoire de l'image. Au Moyen-Âge, on avait des images alchimiques, des images mystérieuses qu'il fallait décoder. Ça m'arrive de faire des points avec... Alors, est-ce que la zapette va marcher? Parce qu'on a des fois des soucis de zapette aussi. Alors, mystère de la zapette. Alors, il faut... Ouais. Voilà. Rapidement, je ne vais pas forcément commenter. J'ai fait des rapports dans certains ciné-clubs avec l'imagerie du tarot, du Viking. Voilà. Bon, je vous parlais de la référence aux archétypes avec Carl Gustav Jung, avec les mandalas et puis l'imagerie de Jung. Ce que j'ai expliqué rapidement tout à l'heure, vous connaissez le schéma en 3 actes hein, du parcours du héros. Voilà. Là, voilà, hein, ça, je vous ai fait la présentation déjà. Alors, c'est que pour la vidéo, c'est un peu, bon, on va s'arranger avec ça. Vous voyez, c'est ce que je disais, la question du changement de conscience. C'est la grande question qui traverse ces 3 films, c'est que nous apprennent ces étranges extraterrestres sur nous-mêmes. Hein, être terrestre, pas toujours extra. Parce que vous allez voir que la question de la condition humaine dans les films, elle est convoquée hein, à chaque fois. Alors Carpenter, il est né en 48, 40 ans de carrière, on l'a évoqué, pour finir musicien, parce que pour le moment il ne fait plus de cinéma. Sa filmographie, hein, 73, un film avec Don O'Bannon qu'on va retrouver dans Alien, qui est un film un peu perdu, qui a été restauré par Carlotta. Alors, Carpenter, il a toujours voulu faire un western, mais il ne l'a jamais fait vraiment. Hein. Un de ses maîtres du cinéma, c'est Howard Hawks. Et The Thing est un remake d'un film de Howard Hawks. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le style western va infuser tous ces films, jusqu'à Vampire, qui n'est pas forcément son meilleur. Hein. Et il va s'arrêter avec Ghost of Mars. Après, on est sur des téléfilms hein, qui sont plus ou moins intéressants. Alors, pour vous dire, le parcours de Carpenter, c'est quelqu'un qui lit des comics. Hein. Notamment Invasion à Los Angeles, The Live, c'est Ray Nelson, c'est un comics à la base. Hein. Exactement. Il est très cinéphile, je voulais parler de Hawks, mais il y a Hitchcock et Roger Corman. Il adore le rock, donc effectivement on va le voir dans la façon dont il compose les musiques de ses films. Donc d'ailleurs vous allez écouter dans la plupart... C'est Ennio Morricone là, qui fait la musique, et vous allez voir qu'est-ce que cette musique fait quand vous l'écoutez, ça crée une partie de l'atmosphère quand même. Donc il lit beaucoup Lovecraft et Conan Doyle, et il est effectivement, alors est-ce qu'il est anarchiste? En tout cas on le voit dans les films avec Snake Plissken, dans 2 opus, qu'il est très du côté un petit peu des hors-la-loi anti-système. Bon, la question du mal abstrait, on y reviendra en discussion dans la deuxième partie, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il mélange, si vous voulez, le gore de Romero, là, et la question du hors-champ qu'on avait chez Turner en suggérant. Et tout le pari de Singh va être de jouer sur le hors-champ, hein. Où est passée la bête? Où est passée la personne affectée? Où est-ce que ça se passe? Qui est affecté? Qui n'est pas là? Est-ce que ce qui rentre dans le champ est la même personne qui est sortie du champ? Donc il va jouer sur ces 2 choses, et effectivement ce film il est intéressant, parce qu'il fait la synthèse entre finalement le cinéma de Jacques Tourneur et le cinéma de Romero, hein, qui sont deux genres de cinéma totalement opposés. Voilà. Alors, après, bon, je vous ai parlé des expériences de Carpenter, la musique d'Ennio Morricone. Alors, pour vous dire qu'effectivement, il y a quelque chose autour de la pulsation cardiaque hein, qui est dans cette musique, qui infuse le film. Alors, vous avez un réalisateur qui a fait un hommage à The Thing, qui est une espèce de démarquage, alors plus ou moins réussi, selon les avis. En tout cas, ce film est un échec, hein, donc devenu culte. Hein, on est en 82. Voilà, hein, on avait parlé d'E.T., qui lui a tout cassé à l'époque. Bon, je vous ai parlé, hein, le Carrosse d'Or, la revanche de Carpenter à Cannes, hors compétition, mais quand même le film est montré à Cannes, à la 15e des réalisateurs. Bon, effectivement, on a ce film de Howard Hawks, sauf que dans Howard Hawks, la chose, c'est une espèce de... Est-ce que des gens ont vu ce film? Alors, vous pouvez nous dire la chose dedans, qu'est-ce que c'est? C'est un humain qui ressemble un peu à un Frankenstein. Hein, voilà. Là, du tout, vous allez voir que c'est intéressant, parce que la chose, en fait, ça peut être n'importe lequel d'entre nous. Peut-être parmi nous, il y en a un qui est un monstre. Regardez bien votre voisin. Ça n'aide pas sur des amis, hein, globalement. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'adaptation plus fidèle d'un livre. Hein. Le livre, effectivement, c'est Who Goes There,
de John W. Campbell, qui n'a rien à voir avec Joseph Campbell, hein, qui a été réédité. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'Allen Dean Foster, qui fait la novélisation d'Alien, il fait la novélisation aussi, vous voyez, donc on a le roman original qui est sans doute beaucoup plus intéressant que la novélisation, hein, comme souvent. Alors, le film doit aussi la rencontre d'un scénariste intéressant. Hein. Ce scénariste s'appelle Bill Lancaster, et il convainc Carpenter de faire le film pour le studio Universal. Il y a 5 versions de scénario qui sont écrites. La dernière avec Carpenter. On va rétrécir à 12 protagonistes. Voilà. On va débuter au milieu du récit. Vous allez voir que la question du début et de la fin, c'est intéressant au niveau de la mise en scène. Ils vont rajouter l'idée d'un test sanguin. Donc je vous ferai réfléchir à qu'est-ce que ça signifie, ce test sanguin. La fin a été discutée avec le réalisateur et le studio. Donc on se posera la question là, qu'est-ce que veut dire cette fin, hein, et il y a eu effectivement la question de l'influence ou pas de Alien, hein, en 79 par rapport à ce film. Mais je pense, ma posture, c'est que ce film est beaucoup plus complexe qu'Alien et pose des abîmes de questions philosophiques que pose en partie Alien, mais là je pense qu'on va beaucoup plus loin. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que si vous voulez revoir ces films, c'est que alors lui, ils sont totalement opposés politiquement. Lui, il est plutôt républicain et lui, il est plutôt démocrate. Mais en fait, ils s'entendent comme des larrons en foire. Et vous pouvez, dans les rééditions Blu-ray et DVD, entendre les commentaires des films qu'ils ont fait ensemble. Et pour les cinéphiles que vous êtes, je crois que ça vaut le coup d'entendre ces 2 personnages qui commentent les films qu'ils ont fait. Et c'est très chouette. Alors, ces espèces de trucs horribles, c'est ce mec, Rob Bottin, qui est génial, et qui va faire exploser le budget d'effets spéciaux du film. Alors, on passe sur des choses très comiques, vous voyez, la chose au début, ça a failli être ça. Après, on est sur des choses un peu comme ça, mais vous allez voir, c'est pas tout à fait ce que vous allez voir. Et on est sur des sculptures qui sont faites pour donner des effets, mais le résultat va être assez surprenant. Voilà. C'est tourné en Alaska, tout ça, vous allez avoir froid, 12 semaines en Alaska. Le directeur de la photo, il fait une caméra qui est capable de s'ajuster directement à l'exposition de la lumière. Donc vous allez voir un film qui joue beaucoup sur la question du clair-obscur, qui est très très bien fait. Et voilà, on en est à le début de la séance, c'est-à-dire en deuxième partie, si vous avez le courage de rester, on finit pas plus de minuit. On discutera des personnages, je vous montrerai quelques images clés et on essaiera de trouver quel est le sens de ce film, c'est-à-dire qu'est-ce que ça... Et puis peut-être faire des liens avec le monde dans lequel on vit. Est-ce qu'il y a un lien? Et qu'est-ce que nous dit finalement le film de notre rapport à l'autre? Parce que la question des extraterrestres nous permet vraiment de nous poser la question philosophique de l'altérité. Merci pour votre patience, ça a été un peu long, techniquement, mais je vous souhaite un bon film bien horrible. Voilà, à tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors on y va. On va commencer à regarder les personnages. Vous vous rappelez, on a combien de personnages dans le film? 12. Voilà. Là, ça peut faire penser à un autre film, genre Deux hommes en colère de Sidney Lumet. Il y a le chiffre 12 qui est un chiffre symbolique, je me rappelle, la question du 12. Puisqu'en fait, à un moment donné, il y a quand même une référence qui est faite, très très rapide. Kurt Russell dit à un moment donné, il n'y a plus qu'à prier le Seigneur. Ça reste pas longtemps. On ne peut pas dire que c'est un film chrétien du tout, mais il y a quand même ces 12. Alors là, c'est ce qu'a fait ce qu'on appelle donc, le scénariste. Quand, il a travaillé là-dessus. Macready, 35 ans, pilote d'hélicoptère, aime les échecs, déteste le froid, et la paye est bonne. Vous voyez, Gary, 46 ans, responsable de la station, froid, ancien officier de l'armée, porte une arme de poing. Paf. Vous voyez, tout de suite, on est vraiment dans le comportementalisme. Il n'y a aucune psychologie. C'est-à-dire que le film commence, contrairement au roman, en plein milieu d'une action. C'est-à-dire que les personnages, ils sont déterminés par ce qu'ils font. On va aller un peu plus. D'ailleurs, si je vous disais, peut-être avant, on va les passer en revue, mais peut-être avant que je continue, quels sont le ou les personnages qui vous ont marqué, que vous retenez de ce film? Oui. Moi, il y a Blair et Macready. Alors pourquoi? Donc Macready, c'est évident. Oui, c'est évident. C'est évident. Mais alors Blair, pourquoi? Blair, parce que même si on le voit peu au final, on a quand même la question, dans le sens c'est le premier à comprendre directement et de savoir s'il était déjà infecté et que si c'est parce qu'il savait qu'il était infecté qu'il a décidé de péter les plombs, ou alors, moi je me posais souvent la question de pourquoi il agissait comme ça. Alors, Blair, c'est intéressant, si vous voulez, si on prend l'œuvre de Lovecraft, dans Lovecraft, il y a toujours un scientifique un peu, il est biologiste. Et donc, ce qui est intéressant dans le scénario qui est monté, par rapport au roman et par rapport à l'adaptation de Hawks, c'est le côté très très scientifique de cette histoire de bestiole.
qui est effectivement attesté par la question du développement de la vie, des cellules et compagnie. Donc ce type, il a effectivement, voilà, biologiste expérimenté, nerveux, curieux, toujours débordé. Vous voyez. Donc c'est vrai qu'avec ça, c'est un personnage effectivement qui est assez central, puisque effectivement, il est effectivement affecté par la bête. Au début, on ne sait pas trop, on dit c'est peut-être un nervous breakdown, ce qui est un peu logique quand on vit confiné dans ce genre de truc. Ouais. Totalement. Alors d'autres personnages comme ça qui vous restent en mémoire, parce que, monsieur? Clairement, Childs, qui en fait, dès le début, crée une espèce de... Enfin, c'est pas une espèce, c'est vraiment du défi. En tout cas, il y a une espèce de méchanceté entre les deux, entre Macready et Childs, qui donne un petit peu un côté antagoniste à Childs, parce qu'il est un peu contre le héros. Donc du coup, on se souvient facilement de lui. Et puis il porte, c'est le premier à cramer la bête, je crois aussi. Donc facilement, il donne un rôle important. Et puis ça se termine magnifiquement bien avec lui, en espèce de regard à la western à la fin. Voilà, alors on va décrypter cette fin à la fin. Tout, hein. Alors, vous voyez, au niveau du scénario, mécanicien plutôt amusant. Alors, du coup, ça, je ne sais pas si on voit vraiment qu'il est amusant. Là, du coup, ils n'ont peut-être pas trop suivi la feuille de route. Mais il ne faut pas... il ne faut pas le pousser. Là, effectivement, on sent bien que le mec, il a un potentiel de violence. Ça, c'est vrai. Si vous avez bien vu. D'autres personnages comme ça que vous aimeriez évoquer? Il n'est pas là, mais il y a le chien aussi. Le chien. Au début. Et oui. Parce que alors le chien, effectivement, personnage anodin. Un petit chien, c'est gentil. Alors, c'est un chien, c'est un loup. Il peut y avoir une métaphore. Vous savez qu'il y a la métaphore du chien. Alors, le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Mais si on considère que c'est un loup, on peut dire que l'homme est un loup pour l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Et effectivement, le film est peut-être une extrapolation de cette devise de l'homme qui est un loup pour l'homme. À un moment donné, dans la façon dont ils se comportent les uns avec les autres. Effectivement, le chien, vous avez raison, c'est un personnage, puisqu'en fait, c'est la chose, le chien. Sauf qu'on ne le sait pas. Oui, tout à fait. Alors, rapidement, on a effectivement, voilà, je passe, on ne va pas tous les montrer. Alors, Palmer, vous voyez, pilote d'hélicoptère en second. On voit bien qu'à un moment donné, c'est Macready qui prend le dessus, parce qu'en fait, Palmer, on sent qu'il est un peu nervous breakdown, quoi. Ils n'ont pas trop confiance à Palmer. Voilà, le cuisinier malin, lui, il est révérencieux, voilà. Bon, je ne vais pas développer plus, vous voyez, mais la caractérisation des personnages est très très rapide, vous voyez. Bon, l'opérateur radio, on voit bien qu'il en a ras-le-bol depuis le début. Et lui, par contre, il est assez prophétique. Il dit globalement, ça va mal se terminer cette histoire. Il déteste l'endroit et je m'en fous d'histoire. Bon. Vous voyez comment on travaille sur des caractérisations comportementalistes des personnages. On ne sait pas s'ils sont mariés, on ne sait pas si... Alors, du coup, allez, on y va sur ce personnage. Qui est joué donc par le grand alter ego John Carpenter, qui fera Snake Plissken dans les films. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire de ce personnage dans les films, son comportement, comment vous l'avez ressenti, ce personnage? Oui. On sait de base que ça va être le héros du film, vu que c'est la seule star de l'affiche. Ah oui, c'est sûr. Kurt Russell, c'était le seul connu à l'époque, avant et après le film. Ouais. Mais du coup, malheureusement, moi je trouve que on ne s'attend pas à sa mort. En fait, on sait que on sent que c'est potentiellement pas lui la chose, parce que vu que c'est la star du film, on ne s'attend pas à ce qu'il lui arrive, que ce soit lui le méchant au final de l'histoire. Mais c'est un personnage qui veut quand même, lui, on dirait qu'il veut vraiment s'en sortir, il veut tenter, mais à la fin il est résigné, il dit on est mort, on va le cramer avec nous. Alors cette femme, toujours pareil, elle est très ambiguë. Donc effectivement, est-ce que c'est vraiment un héros? Vous prononcez le mot de héros Non. Anti-héros plutôt. Anti-héros? Alors vous pouvez développer un petit peu la différence pour vous? En fait, pourquoi je dis anti-héros, c'est parce que normalement dans un film, le héros doit être très manichéen avec ce truc du bien et du mal, mais là en fait il est très nonchalant dans le jeu. Et c'est un peu Kurt Russell comme Snake Plissken dans 1997. Donc en fait, c'est ce truc où on sait qu'il va bien agir, mais qu'il n'est pas du tout comme ça naturellement, j'ai l'impression. Alors vous avez, là j'ai mis le commentaire audio du film. Il y a un élément psychologique que Carpenter a rajouté, qu'il a dit à Kurt Russell, c'est qu'effectivement, il a vécu le Vietnam, il est devenu alcoolique. On voit bien le fait qu'il est un peu alcoolo. Et c'est un mec traumatisé. Les mecs traumatisés, ils n'ont un peu rien à foutre en fait. Et vous avez vu d'ailleurs, qu'est-ce qui va le distinguer par rapport aux autres? Il y a une scène qui est très intéressante au début. Et qu'est-ce qu'elle peut dire, cette scène? Vous vous rappelez, quand on nous est présenté, il fait quoi la première fois? Des échecs, ils jouent aux échecs. Ils jouent aux échecs. Et
il n'est pas forcément bon perdant. Après, le jeu d'échecs, c'est un jeu de stratégie. Hein, c'est d'essayer de deviner ce que pense l'adversaire. C'est intéressant parce qu'on peut voir le film comme un jeu d'échecs aussi. C'est un méta-discours peut-être sur ce qu'on va voir après. Ouais. Bah moi je trouve que justement la partie d'échecs ça montre son tempérament il est sûr de lui, ouais. Dans le sens il est prétentieux, dans le sens il dit je vais l'écraser, ouais. Et puis on montre qu'il est très mauvais perdant, ouais. C'est-à-dire qu'il va aller détruire une machine qui à cette époque était une blinde monumentale, ouais, qui est au milieu de nulle part, tout ça ouais. pour une partie d'échecs, ouais. Donc ça montre à quel point il est sûr de lui, mais à quel point également il est très mauvais perdant. Et oui, donc c'est quand même quelqu'un qui est très égocentré, qui est très colérique, et alors, moi la question qu'on peut dire, où sont les femmes dans le film? Et bien dans la voie de la machine. Parce que même il va l'insulter. Hein. Donc si vous voulez, la question que pose aussi ce film à travers ça, c'est la question de l'altérité féminine, qu'on verra qui est très très bien jouée dans les films prochains. Dans les 2 prochains films, vous allez voir que le rapport au féminin est fondamental. Là c'est totalement absent. Il y a 12 mecs, et le seule référence à la femme, est-ce qu'il y a d'autres références au féminin dans le film? Est-ce que j'ai loupé des trucs ou il y a d'autres? Non, hein. C'est juste cette voix, hein, il la traite de salope, voilà. Donc c'est sûr que ce personnage, il est... voilà. Donc effectivement, c'est ce que j'avais dit, c'est l'avatar de Snake, on le retrouve dans Snake Plissken, alors de façon plus sympa dans Jack Burton, hein, qui est le film un peu cartoon, manga de... Alors, genre d'échec, alors l'idée de l'alcoolisme, mais alors, est-ce qu'il devient le leader du groupe? On peut dire oui, moi je dis plutôt que de parler du mot de héros, parce qu'on n'est pas vraiment sur la question du schéma narratif de Campbell, là, si vous voulez, par rapport à mes cadres d'analyse, on est plutôt sur quelque chose de jungien, que je vais développer après à la fin. Hein. Et effectivement, il est défini par sa fonction conducteur d'hélicoptère. Alors, symboliquement, le conducteur d'hélicoptère, c'est celui qui est capable de s'élever, qui est capable de voir les choses de haut. Et c'est quand même lui qui, à un moment donné, j'ai pas rêvé, fait référence au Seigneur. Mais on sent qu'il n'y croit pas vraiment, d'accord? C'est juste un truc, bah ouais, finalement, on n'a qu'à prier. Voilà. Donc, c'est un personnage qui est désabusé et qui est totalement, peut-être, l'alter ego de Carpenter. Parce que Carpenter, il va avoir une grosse désabusée. Le premier choc de Carpenter, c'est l'échec de ce film, où il a mis vraiment tout ce qu'il a, hein, avec sa capacité. Et donc, Carpenter, plusieurs fois, il va être traumatisé par les échecs de ses films, et il va devenir... Et là où il s'éclate, maintenant, c'est dans la musique, où le système de production-diffusion est beaucoup plus simple que dans le cinéma. Voilà. Alors, ce personnage-là, hein, c'est intéressant, hein, parce qu'à un moment donné, la question du regard. Donc lui, on sait très bien que ça va être peut-être un des antagonistes principaux. Hein, mais là, à un moment donné, il regarde un autre, et c'est qui est la bête. C'est-à-dire celui qui sort du cadre. À partir du moment où vous sortez du cadre, vous êtes potentiellement suspect, parce qu'on vous a perdu de vue. Et quand on vous perd de vue, ben voilà. Hein. Voilà, donc on est sur un truc qui est effectivement difficile. Alors, la question de la communauté, vous voyez, c'est ce que j'ai essayé de résumer pour vous montrer qu'il y a quand même derrière ça quelque chose qui dit quelque chose de notre civilisation. C'est un groupe américain, c'est des chercheurs, donc j'ai envie de dire, c'est science qui ont conscience, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment... le chercheur, on va dire le scientifique de base, il essaie d'expliquer comment. Alors, ils essaient de trouver la mécanique biologique de la chose, mais ils ne se posent pas vraiment peut-être toujours les bonnes questions. Et c'est très évident qu'ils ont un problème de communication d'emblée avec les Norvégiens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils réagissent de façon primale. C'est-à-dire qu'ils se disent, personne ne se dit, ce chien, pourquoi il veut l'abattre? Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est sûr que quand on ne parle pas la même langue, hein, c'est compliqué. Donc le problème de communication, bien entendu, bon, l'absence de femmes, la paranoïa galopante, bien entendu. Alors ce qui est intéressant, vous verrez dans le film d'après, c'est la question de l'intuition. Alors peut-être que Macready a un peu d'intuition. L'intuition, c'est sentir les choses. Alors on va parler de la chose après, hein, mais se dire cette chose qui est en face de moi, quelle est sa stratégie? Est-ce que c'est un être vivant? Tous les êtres vivants ont une stratégie de survie. Donc essayez de travailler là-dessus. Hein. Dans le premier contact, on va avoir ce travail qui va être fait par la scientifique, hein, qui va essayer de dire, mais c'est quoi ces poulpes que je vois? Qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Là, il n'y a pas du tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est la question de la peur panique, parce que c'est un film sur la peur, et la bande originale d'Ennio Morricone. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'Ennio Morricone, il est Ennio Morricone par moment, et à la fin, il est sur quelque chose d'assez atonal qui ressemble à la musique de Carpenter. Donc il se fonde totalement dans le style Carpenter, hein, pour vous amener à cette idée de panique intérieure. Et puis c'est vrai que cette question, qui est contaminé, hein? Est-ce que Charles est contaminé à la fin? On en reparlera. Voilà. Alors, peut-être vous me donnez votre impression, votre ressenti sur ce qu'on appelle The Thing, la chose. Qu'est-ce que c'est?
Alors peut-être, est-ce que vous avez eu peur déjà? Est-ce que le film marche encore sur la question de la peur? Non. Non, pas des masses. Est-ce que, alors, du coup, ça vous a fait rigoler, ça vous avez trouvé ça désuet ou Non, c'est hyper bien fait. Les effets spéciaux, ils restent hyper impressionnants. Voilà. Ça se voit que c'est pas de la 3D et tout. C'est ça, hein, c'est-à-dire on est sur, si vous voulez, de l'animation image par image, on a des maquettes, c'est tout un travail qu'a fait Rob Bottin, hein, il a explosé le budget comme je le disais tout à l'heure. Je ne vois pas d'autres films qui dépassent ça. Voilà. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, où effectivement aujourd'hui on a vu plein de trucs un peu dégueulasses. Alors après, il y a les films de Brian Yuzna, il y a les films de Clive Barker, je crois, qui sont un peu des trucs assez horribles. Hein. Voilà. Sur qu'est-ce que c'est que cette chose? Est-ce qu'on peut essayer de mettre des mots sur cette chose? Parce que le fait que ça s'appelle la chose, c'est bien que... Voilà, monsieur. Alors moi je trouve que la chose c'est un très bon nom parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on ne peut pas nommer, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, ça n'a pas de forme, ça n'a pas ça a juste on va dire, une sorte d'esprit, mais en fait elle fait que d'imiter, donc la chose c'est n'importe quoi, et vu que la chose, bon, bah, c'est chose, truc, c'est des mots qu'on utilise pour désigner des choses où on ne trouve pas de nom, et je trouve que pour ça c'est une sorte d'abomination. Ça qualifie très bien ce côté, c'est rien en fait, on ne peut pas nommer ça, on ne peut pas nommer cette chose. Alors, je vous passe des images, vous voyez, là on a une tête d'homme, là on voit une espèce de... Mais ça c'est une image du préquel, ça. C'est une image du film de 2011. Non, je crois pas, je crois que c'est une image, je l'ai non, c'est prise. une femme là. Alors comment ça se fait ça? Attendez, oui, c'est une scène du préquel. Oui, parce qu'il y a eu un préquel en 2011 que j'ai pas vu. Donc effectivement, pourtant j'étais persuadé là, de une photo que j'ai prise sur la télé, ça. Étonnant. Bon, c'est vrai, vous avez raison, c'est une femme, étonnant. Donc effectivement, il nous dirait. Ouais. Alors là, il y a un mystère de cette photo, d'où elle vient. Vous voyez, c'est un mystère dans la présentation, c'est bien, un mystère. Bon, alors, en tout cas, vous avez compris l'idée. Un coup, il y a du chien, hein, un coup, il y a de l'homme. Donc effectivement, cette idée de... Alors, ce qui est intéressant, c'est cette image-là. Vous voyez. Alors là, c'est dans le commentaire audio, c'est l'idée des poupées russes. Ça veut dire que la forme, hein, c'est comme un truc holographique, où il y a à peu près toute la mémoire. La chose, elle a gardé, engrammé toute la mémoire de ce qu'elle a possédé, imité. Voilà. Moi, je voulais dire, pour nommer la chose, il y a quand même un côté métamorphe. Métamorphe, c'est ça. Enfin, même si on dit qu'on a du mal à décrire, il y a quand même cet aspect métamorphe qui reste très nommable. Totalement. Monsieur? Métamorphe et parasitaire aussi. Et parasitaire. Littéralement, elle a parasité tout le groupe de 12 personnes et petit à petit, elle a pris le contrôle de tous. Alors certes, ils arrivaient à l'éliminer petit à petit, mais si elle n'aurait rien fait, on n'en aurait pas qu'une seule, on en aurait 12. C'est la question, exactement. Hein. Donc du coup, effectivement, c'est ça, moi j'ai fait un petit résumé de ça, mais ça recoupe ce que vous avez dit. C'est un parasite qui assimile. Hein. Chaque cellule de la chose est un organisme individuel avec son propre instinct de survie, hein, qui réagit défensivement quand elle est menacée. Alors, est-ce que vous avez bien vu ça? C'est qu'effectivement, cette chose, finalement, quelle est son intentionnalité? Ça, faut qu'on... Quel est son propos? Est-ce qu'elle est méchante en elle-même? Est-ce qu'il y a une intention maligne derrière ça ou pas? Qu'est-ce que vous ressentez? Il y a un côté offensif parce que quand ils font le test du sang, oui. Il y a ce côté surgissant d'un coup qui... J'ai pas l'impression que c'est pour réagir et s'échapper, mais plus vraiment pour attaquer la personne qui est en train de faire le test. Ok. D'autres points de vue là-dessus? Elle essaie pas de communiquer avec eux, elle essaie de tous les parasiter et les bouffer les uns après les autres. Enfin, donc, elle est plutôt offensive. Vous pensez que c'est plutôt offensif, oui, monsieur? Après, moi je pense qu'on ne peut pas trop savoir parce qu'on est dans un moment de la vie de la chose qui est un peu compliqué. Enfin, on ne peut pas commencer à avoir des émotions pour elle, mais l'idée c'est qu'au début du film, elle se fait tirer dessus, elle est déjà en grand danger. Et l'idée c'est qu'elle fait plus confiance. En plus de ça, elle se réveille après 100 000 ans dans la glace. Pour moi, c'est juste une forme de vie qui ne sait pas où aller, qui vient d'un autre monde et qui se dit que la première chose qu'elle va faire, c'est attaquer. Et surtout qu'elle veut y retourner. Hein. Voilà, en plus de ça. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, Blair, il construit une soucoupe. Ça veut dire qu'elle a le même objectif qu'eux. En fait, c'est assez étonnant que des gens qui ont le même objectif, c'est-à-dire partir de là où ils sont, finissent par s'entretuer, alors qu'ils ont le même objectif. C'est intéressant, oui, monsieur. Moi, je suis assez d'accord pour dire que je la trouve pas très offensive, je la trouve assez au contraire, surtout dans la première heure, très défensive. Elle essaie vraiment de se cacher quand elle a pris le contrôle d'un personnage. Par exemple, le personnage de Blair, elle va réussir à se cacher dedans, et les autres, c'est vraiment au dernier moment qu'elle décide de se montrer. Par exemple, le test du sang, c'est vraiment quand le test du sang réussit qu'elle se montre, alors qu'elle aurait pu réagir à n'importe quand. C'est vraiment quand elle est acculée qu'elle décide de se montrer. Voilà, donc je pense qu'il y a une vraie complexité, où on peut la percevoir par moments comme offensive, mais quand même,
vous avez bien montré qu'on est dans une forme de vie qui est soumise à un état de stress finalement, hein, comme nos personnages. Et le problème, c'est qu'on va avoir une réaction en miroir, c'est-à-dire, vous savez, la violence entraîne la violence, hein, puisqu'en aucun cas, il y a de la communication. Alors à un moment donné, elle hurle. Alors est-ce que ce hurlement veut dire quelque chose? Et c'est clair que c'est ce qu'on verra dans Premier Contact et dans Solaris, c'est qu'en fait, les formes de vie, s'il y en a d'autres, elles n'ont pas forcément un langage articulé comme le nôtre. Elles communiquent avec des signes, elles communiquent avec des sons, hein, et pas forcément avec des mots. Donc c'est la question de est-ce qu'on ressent les choses? Et là, effectivement, le groupe en question, voilà. Alors après, si vous voulez, comment moi j'analyse ça, c'est pas le film, je l'analyse pas tellement comme le parcours du héros de Campbell classique, puisqu'en fait, tout le film de Carpenter, c'est pour démonter l'héroïsme à l'américaine classique. Hein. Je pense que Carpenter déteste les films comme Star Wars. Mais par contre, Carpenter est très intéressé, on va en reparler, par la figure de l'ombre, hein, qui est une figure jungienne. Hein, Jung, ça vous parle un petit peu, Jung? Hein? Donc c'est un psychanalyste qui vient après Freud, qui explique que l'homme est agi par des pulsions. Hein. Si vous voulez, la question de l'inceste avec la mère, lui, Jung, il le voit autrement. Hein. Il voit que l'homme a envie non pas de faire l'amour avec sa maman, mais de renaître. Renaître, c'est-à-dire, on le voit dans les films, c'est-à-dire les héros, et là peut-être que c'est loupé dans ce film-là, on va voir, les épreuves les font grandir, logiquement. Hein. Et la renaissance, mais pour renaître, il y a plusieurs étapes. Et la première étape, c'est ce que fait un peu Luke, alors c'est ce qui est le plus réussi dans Star Wars, c'est se dire que Dark Vador, c'est une autre figure de lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, pour arriver à la lumière, il faut voir sa propre ombre, c'est-à-dire sa propre dualité et l'accepter. Donc effectivement, tous les personnages, là, ils sont confrontés au fait que, on le voit bien avec les deux à la fin qui restent, ils ont tous une espèce de part d'ombre, hein, c'est-à-dire que l'autre, il était au Vietnam, il a peut-être tué des gens, et d'ailleurs, vous avez vu qu'il tue quelqu'un, parce qu'à un moment donné, c'est un tueur, un tueur pour défendre, hein, parce qu'un des types qui est tué au début, le test sanguin, et l'autre lui dit, bah ouais, mais tu l'as tué, parce que c'était pas la chose. Donc l'être humain, si vous voulez, dans des situations de stress, il peut faire des erreurs, il peut tuer. L'être humain, c'est un terrestre qui n'est pas toujours hyper extra. Hein. Et les extraterrestres, on leur prête une conscience supérieure. Là, on est sur un extraterrestre, on ne sait pas trop pourquoi il tombe sur Terre. Il y a eu un échec, il y a eu un bug, il y a un chaos. Et ce chaos, si vous voulez, il ne va pas se résoudre en cosmos, c'est-à-dire en ordre, il va se résoudre en dilution du chaos. Voilà. Et cette thématique, elle est dans beaucoup de films de Carpenter. C'est ça qui... Voilà. Alors les images clés que je vais vous montrer, par exemple, ben voilà, on peut peut-être parler du générique. Parce que là, on est sur un truc classique. Hein. Voilà. Donc c'est un plan qui est contraire à la fin de 2001. 2001, vous avez la planète là, et vous avez l'enfant étoile là. Là, on a le contraire, on a le cercle. Et alors, vous vous rappelez ce qui se passe après? Elle s'écrase dans l'atmosphère. Ouais. Et vous avez John Carpenter, The Thing, qui vient exploser le truc. C'est-à-dire le surgissement du titre annonce ce qui va se passer. Hein. Alors ce qui est intéressant, c'est de se dire que la soucoupe volante, elle est représentée sous la forme la plus classique, qu'on n'aura pas dans Premier Contact, qu'on n'aura pas dans Solaris. Et Jung dit quelque chose par rapport à ça. Hein. C'est-à-dire la forme sphérique, ça reprend de la soucoupe volante, et le fait qu'on ait vu énormément de soucoupes volantes, avec les gens, la plupart des représentations, c'est des formes sphériques. Pour Jung, la sphère, c'est le symbole de la totalité, de la perfection. Donc l'homme aspire à cette totalité et cette perfection après avoir passé par l'épreuve de la confrontation avec l'ombre. Et à un moment donné, c'est vrai qu'on aurait tendance à projeter cette image et à la voir, et aussi avec l'idée que, on l'a beaucoup aujourd'hui hein, dans les réseaux alters par rapport à la situation actuelle, il y a tout un métadiscours sur lequel je ne prendrai pas position, mais qui, je sais, il y a un mec qui s'appelle Denis Dorion sur Internet, il explique que les extraterrestres sont peut-être en train de nous sauver. Et rappelez-vous quand même, au niveau du cinéma, un des films Le jour où la Terre s'arrêta, part d'un fait exact, c'est que les premières manifestations d'extraterrestres, avec des soucoupes comme ça qu'on aurait vu, arrivent quand l'être humain met en place la bombe atomique. Hein, avec une idée qui est partagée dans certains bouquins un peu initiatiques, que les extraterrestres auraient une fonction de régulation du cosmos. Voilà. Donc je ne dis pas que c'est vrai, hein, je dis que ça existe dans la littérature et que c'est dans le champ du possible. Voilà. Là, par contre, on est sur des extraterrestres qui se plantent, parce qu'en fait, quel est leur propos là? Bah, effectivement, on arrive, voilà. Donc c'est assez évident. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, c'est cette idée de 10 000 ans, de 100 000 ans. Hein. Donc effectivement, l'idée d'une chute ancienne. Hein. Alors l'idée de la chute, si vous voulez,
elle est présente dans tous les livres un petit peu. L'idée que le monde dans lequel nous sommes, c'est un espèce d'enfer. En fait, là, on est dans un truc assez infernal quand même. Hein. On va regarder la symbolique, le feu et compagnie. Et que nous sommes dans un monde chuté, où l'homme lui-même aurait chuté. Donc ça, c'est la vision de gens comme Dante, dans la Divine Comédie, ou une partie du cinéma de Kubrick, partage cette idée gnostique de la chute. Et qu'on a presque dans la vision du mal chez Carpenter, que je vais développer un peu après. Vous voyez, alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils se sont amusés à faire des produits dérivés. Donc vous voyez, c'est la maquette qui a été vendue après, je ne sais pas si vous en avez vendu beaucoup, mais on est vraiment sur la vision classique là, du coup, de l'extraterrestre. Mais sauf qu'en général, on voyait un petit homme vert dedans, ou un petit E.T. Là, c'est plus compliqué. C'est-à-dire, la forme originelle de la chose, on ne sait pas ce que c'est. Il y a une image manquante, si vous voulez. Et ça, c'est quand même très intéressant, cette image manquante. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, voilà, la chose. C'est-à-dire le rapport de l'homme au chien. Si vous voulez, quand on prend le chemin... Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les fils de l'homme. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un mec, à un moment donné, il y a un chien qui le reconnaît, et on prend l'histoire... Le tarot est un récit initiatique où vous avez le chien qui est là pour aider l'homme dans son cheminement à travers le monde. Vous voyez, et là, c'est vrai que le chien, c'est un animal, le meilleur ami de l'homme, et on l'a dit, le meilleur ami de l'homme peut être son meilleur ennemi. Qu'est-ce qu'il cache? C'est-à-dire que chercher derrière les apparences, avec ce type qui est très attaché à ses chiens, forcément. Et là, alors là, cette image, elle est... bon, je l'ai mis, mais elle est trop pixelisée, c'est pour vous montrer que dans le film, on est énormément dans des souterrains, dans des grottes. La lumière du jour disparaît énormément. Ça crée une angoisse particulière. Alors, hop. Alors oui, qu'est-ce qu'on peut dire quand même de ce symbole, la première apparition de la chose? Comment vous lisez ça? Une sorte de dualité. Oui. C'est un peu humiliant. Ben oui, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a une tête qui gêne. Vous voyez, quand je vous parle de l'ombre, c'est-à-dire que le mec infecté par la chose, c'est comme si ça exacerbait son mauvais côté qui voulait laisser Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Vous voyez, quand même pas inintéressant. Alors je ne sais pas si c'est ça que Rob Bottin a voulu faire. Je ne suis pas certain. Mais en même temps, on voit ça. On voit vous avez la question de la double nature et l'idée de la souffrance. C'est-à-dire que le yin qui sort du yang. Voilà. Donc effectivement, c'est quand même assez étonnant. Ça a été repris beaucoup comme image clé du film. Alors ça, c'est une scène que je voudrais peut-être que vous me commentiez un petit peu, qui a été l'apport du scénariste, totalement validé par... et c'est cette scène-là qui fait que Carpenter, quand il relit le scénario, il dit « Oui, ça c'est une super bonne idée en termes d'intrigue dramatique. » Est-ce que vous pouvez me dire, vous, cette scène du test sanguin, qu'est-ce que ça apporte au film? Est-ce que vous avez trouvé que c'est un moment important ou pas? Oui, parce que d'un coup, on a un repère, on a une espèce de mise à jour à nouveau pour savoir qui est infecté et qui n'est pas. Quoi. Au moment du film, on est peut-être un peu perdu aussi. Voilà. C'est revenir à cette idée du sang. Qu'est-ce qui se passe dans le sang? Est-ce que c'est fiable à 100%? Alors, il y a des gens qui disent non, et on voit bien que c'est une bonne idée, parce qu'on a la fameuse réaction, avec cette idée que donc, cette chose, elle est d'un autre sang. Elle n'a pas la même... On n'est pas au même taux vibratoire, il y a autre chose. Et l'alchimie se fait pas, ouais, totalement. Alors, bon, le fait qu'on détruise la chose par le feu, qu'est-ce que ça vous évoque, vous? Les sorcières. Ah oui, les sorcières. Alors, à une époque, les cathares, les sorcières, tous les gens qui étaient différents de nous, l'Église les a éradiqués. Alors pourquoi on éradiquait les cathares et les sorcières par le feu? Vous savez, il y a une raison très simple. C'est une question de purification, on laisse rien d'eux, on leur empêche, dans la chrétienté c'est très important d'enterrer, sauf que là vu qu'il n'y a rien à enterrer, on le condamne à la damnation. Voilà. La damnation éternelle. C'est-à-dire que, vous savez, il y a un dogme, c'est le dogme de la résurrection des corps. Et donc effectivement, s'il n'y a plus de corps physique, il n'y a pas de résurrection. Donc là, il y a quand même cette idée. Alors moi, pourquoi je suis cette hypothèse, mais qui n'est pas totalement déterminante, mais à un moment donné, je vous dis, il y a Kurt Russell qui prononce quand même la référence à la question du Seigneur, à un moment donné. Et lui, il est un peu l'exécutant en chef de cette purification. Le grand inquisiteur, mais en même temps, bon, est-ce qu'il y a légitime défense? Vous voyez, est-ce qu'on aurait pu faire autrement, en fait? Est-ce qu'il y avait une autre solution? Alors, c'est un peu... Moi, je trouve qu'il y a assez une critique un peu de la manière à l'américaine, dans le sens que l'équipe de scientifiques américains, c'est une équipe de bras cassés, on se demande comment ils ont pu être envoyés là-bas. Ouais.
entre un qui fait des rollers et qui fait la cuisine, l'autre qui fait que de fumer une pète et l'aspect scientifique, et le côté on va régler l'affaire en faisant tout péter. Ouais. Donc ça, comment on règle cette histoire? On va tout faire péter. Donc il y a effectivement, alors Carpenter va être très ambigu là-dessus, notamment avec The Live, sur l'invasion de Los Angeles, parce que souvent il va dans ses derniers films être un peu là-dedans quand même, Carpenter. Alors est-ce que c'est une critique du système? Sans doute. Je pense que là, le fait qu'on soit, et effectivement on peut se poser des questions, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas en fait? Vous avez compris pourquoi ils sont en Antarctique? Super clair. C'est une équipe de scientifiques. Ils font des études. Ils étudient. Ouais, ils étudient. Alors pourquoi? Est-ce qu'ils le savent encore eux-mêmes? Est-ce qu'ils ont encore... Vous savez, le problème de la science, souvent, c'est les mecs qui cherchent, mais ils ont oublié ce qu'ils cherchent. Mais ils continuent à chercher quand même, on leur donne de l'argent. Regardez la recherche contre le cancer. Ils cherchent depuis plein d'années. Cancer, il y a des mecs, à un moment donné, ils trouvent des trucs, mais ils trouvent des trucs, là, ils se font blacklister. Et donc, c'est complexe, la question de la recherche scientifique, quand même. Ouais. Il y a également l'histoire dans le sens que les Norvégiens qui arrivent au début, ils cherchent pas à les comprendre, ils ont tiré, du coup direct on les descend d'une balle dans la tête. Alors dans le sens, là il y avait clairement une autre solution que on voit que c'est le chien qui l'essaye d'abattre et ceux qui réfléchissent pas pètent la fenêtre et ils lui tirent une balle dans la tête. C'est ça. Alors, il l'abat tout de suite sans réfléchir et sans se dire le côté donc entre l'Amérique et l'Europe, les Norvégiens qui ont la réputation d'être des gens intelligents, réfléchis, travailleurs, qui se font descendre par l'américain de base, le cow-boy avec son col. Et c'est vrai que, bon, ça c'est quelque chose... On voit bien des plans, en plan américain, notamment le chef de la mission, il a son flingue. Il y a bien cette imagerie, vous voyez, la figure du western est transposée dans le film. Alors, cette image, on va le retrouver dans Vampire, où effectivement l'équipe menée par James Wood dans le Vampire, ils font exactement ça avec les vampires. Donc les vampires aussi, c'est une autre forme de vie qui essaye de en suçant une image vitale. Donc il y a une continuité chez Carpenter autour de ça, c'est assez évident. Alors ce qui est intéressant, c'est à la fin, je vous ai mis cette image, c'est qu'en fait il y a trois sources de feu. On finit sur cette image finale. Le feu en 3 endroits. Bon alors qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, l'idée du 3, si vous voulez... alors moi c'est difficile de faire une analyse comme ça parce que c'est peut-être un peu capillotracté. Parce que c'est quand même la dernière image du film. Tout a brûlé. Alors ce qui est intéressant, c'est de se dire on se retrouve exactement dans la situation du camp des Norvégiens. Ça veut dire l'alpha et l'oméga, la boucle est bouclée. C'est-à-dire les images, ils sont devenus, à la fin, le début était prophétique de la fin. Il y a cette idée des 3 foyers de lumière. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire en alchimie? Parce que, en parallèle, c'est un peu capillotracté ce que je vais vous dire, mais je vous le dis quand même. C'est qu'en fait, en alchimie, on parle de feu. C'est-à-dire l'être humain, il a 3 feux, il a 3 centres, qui sont l'intellect, le cœur et l'action. Et logiquement, ces 3 centres, ils sont censés brûler ensemble dans la même direction. Là, c'est évident que les gens, ils sont soit hyper scientifiques dans la tête, soit hyper dans l'action, là, avec les flingues. Le flingue, on le met bien là, c'est au niveau du sexe, de la craie. Donc là, on dégaine, on tire un coup. Vous voyez ce que je veux dire? La métaphore, elle est assez simple, quand même. Et donc, ça manque de cœur, tout ça, en fait. Ça manque de cœur, ça manque d'intuition, ça manque de féminin. C'est pour ça que les 2 films d'après, vous allez voir que le féminin va être présent et va permettre de résoudre la question du rapport à l'extraterrestre autrement. Ça, c'est quand même assez important. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, rapidement, c'est la question du hors-champ, la question qu'on s'est déjà posée. Ce qui revient, est-ce que c'est ce qui est parti? La dissolution des identités. Alors moi, je me suis amusé à voir la bande-annonce et il y a un sous-texte. Je crois que la phrase n'est pas prononcée dans le film, mais c'est dans la bande-annonce. L'homme est la meilleure cachette qui soit. Alors c'est intéressant. Ça vous dit quelque chose, ça? Alors moi, ça me fait penser à une métaphore hindouiste. À un moment donné, on a dit, l'homme, finalement, il a un potentiel pour être Dieu, pour atteindre le truc. Alors, on a caché ça. Alors, il y a un mec qui dit, où est-ce que vous avez caché la divinité, le pouvoir d'être Dieu? Vous avez caché ça dans les mers. Ah ben non, parce que l'homme, il est intelligent, il aura réussi à aller dans la mer pour prendre le pouvoir divin. Vous avez caché ça dans l'espace. Ah ben non, parce que l'homme, il est intelligent, il est capable de faire des vaisseaux spatials et aller choper le pouvoir divin dans l'espace. Non, on l'a caché au fond de lui-même. Comme ça, il ne pensera pas aller le chercher. C'est intéressant cette idée parce que l'homme est la meilleure cachette qui soit, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut regarder à l'intérieur.
C'est ce que dit Jung, c'est-à-dire Jung, avant d'arriver au soi, le soi, le symbole, c'est le cercle de la soucoupe volante, il faut se confronter à l'ombre. Vous voyez ? Donc c'est un process, hein, cette idée de... Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'idée que certaines critiques disent que le cinéma de Carpenter, c'est un cinéma de pure idée. Et que le spectateur, quelque part, se fait son film et essaie de voir se pose des questions, il ne sait pas tout. Voilà. Alors, on arrive sur la dernière partie, où justement, je vais vous demander de me commenter cette fin. Et me dire finalement, qualifier la fin. Alors, est-ce qu'on est sur une fin heureuse, malheureuse, fin ouverte? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Donc, nous n'en sommes plus là, hein, et voilà. On verra bien ce qui arrive, donc je fais quelques screenshots, voilà. Et ça je ne vais pas vous donner mon analyse, j'attends votre point de vue sur la fin de ce film qui a fait énormément de débats, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une autre fin qui a été prévue, Carpenter a tenu bon par rapport à Universal, et Universal lui a fait payer parce que ils n'ont pas accepté que Carpenter fasse d'autres films, parce que voilà, le public à l'époque, ils n'ont pas bien supporté cette fin, surtout quand ils avaient vu E.T. 2 semaines avant. Choc cognitif, on appelle ça. Alors, votre vision de la fin, monsieur? Moi, je trouve que c'est pas une fin heureuse, parce que généralement, la fin heureuse, c'est le héros a gagné, le héros est sauvé. Or là, on suppose que il est mort, qu'il va crever, parce qu'il est au milieu de nulle part, on croit. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, on ne nous dit pas si ça se trouve, parce que lui c'est le seul qui n'a pas fait le test du sang. Donc si ça se trouve, il est en fait lui-même qu'il est lui-même la chose. Et pareil pour l'autre, on ne sait pas en fait si lui il a été infecté entre temps. Parce qu'il a été hors champ à un moment donné. Oui, il a disparu. Et c'est bien dit, hein. On t'a perdu. Donc qui sort du champ, c'est peut-être pas le même qui est revenu, vous voyez. D'ailleurs, il pensait, lui, on voit qu'il se méfie de lui. Ouais. Et surtout avec la musique qui revient, le battement du cœur. Le battement du cœur qui revient à la fin. Donc c'est une fin où on se pose énormément de questions, on se dit mais est-ce que la chose est encore vivante ou elle a été effectivement tuée et qu'eux ils ont gagné, ou alors que la chose en fait a gagné et que en fait Kurt Russell est en fait depuis le début une chose aussi. Bon, alors ça fait cogiter tout ça. D'autres points de vue s'il vous plaît, comme ça c'est intéressant, monsieur. Après totalement, c'est une fin totalement subjective dans le sens où on nous laisse imaginer en fait la suite. Parce qu'on ne sait pas réellement s'ils vont mourir, on ne sait pas réellement s'il y aura une équipe de secours. Donc en vrai, John Carpenter nous laisse l'imagination. J'ai l'impression. Et du coup, alors, on est d'accord que de ce film, il n'y a pas eu une suite, mais il y a eu un préquel. Ouais. Il y en a qui l'ont vu le préquel, parce que moi j'ai pas osé le regarder. Moi de quoi ça cause en 2 mots? Vous pouvez nous donner le pitch global du préquel? Ça se passe avant, on suit l'équipe norvégienne en question, et on les voit déterrer la glace, on voit se libérer, et en fait on voit ce qui se passe avant. Mais est-ce que ça apporte quelque chose finalement de voir la préquelle? Moi, de ce que je sais, ce que j'ai entendu, c'est très mauvais. C'est tout fait en CGI. Tout a été fait en effet pratique. Et qu'au dernier moment, le studio a dit ah non en fait c'est dégueulasse, on fait que des effets CGI, ce qui fait que ça a rendu encore plus dégueulasse. Et surtout c'est que la fin, comme avec mais cette fois ça n'a pas tenu le monde, c'est que la fin a été retournée, ils ont fait autre chose. Et là il y a une histoire avec le personnage principal qui est dans la soucoupe en question. Et sauf que ça démystifie Et c'est qui ce personnage? C'est un personnage féminin. C'est un personnage féminin. Mais par contre le problème de ce film c'est que ça démystifie complètement. Oui, il n'y a pas l'image manquante là à un moment donné. On découvre, en fait on apprend, c'est comme avec l'alien, plus on voit l'alien, plus en fait moins on a peur du xénomorphe. Oui, tout à là, fait. On voit ce qui se passe, du coup, si on voit ce film, si on voit The Thing, alors qu'on a déjà vu le préquel, ça n'apporte pas grand-chose. Et donc c'est vrai que c'est intéressant, c'est un film, effectivement, il n'y a pas de suite vraiment possible, parce qu'à faire une suite, ça serait... Et nous laisser avoir le film qui continue dans notre tête et qui nous pose la question de notre rapport à l'altérité, c'est sûr. D'autres visions sur la fin? Vous avez des choses à... Juste oui, j'avais pensé aussi parce qu'en le regardant vraiment en salle et sur un grand écran, en fait, je me suis rendu compte à quel point Quentin Tarantino s'est vraiment inspiré de ça pour Les Salopards. Totalement. Surtout même sur la fin, en fait, où on a Samuel Jackson et le nouveau shérif qui sont tous les deux en train de souffrir, qui Samuel Jackson s'est pris une grosse balle dans les couilles et voilà, qui attendent et qui pendent la meuf. C'est genre clairement pareil, j'ai l'impression. Alors, moi, la difficulté, par exemple, là, je sais pas, avoir votre point de vue sur le traitement de la violence chez Tarantino et est-ce que c'est le même traitement de la violence pour vous, chez Tarantino et chez Carpenter, sur le même sujet? Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, je dirais oui et non, parce Alors. qu'elle est à la fois très graphique, comme dans ce film, mais en même temps très décomplexée, Ouais. avec une tonalité l'opposé de The Thing, par exemple. Plutôt humoristique. Ouais. Hein, ouais. Moi j'ai vraiment du mal avec Tarantino, hein, sur le rapport à la violence et au voyeurisme et une espèce de pornographie de la violence qui pour moi est gratuite. Vous voyez, donc c'est un cinéaste que j'ai vraiment du mal. Alors je reconnais qu'il est intéressant, il s'est filmé, mais voilà, hein, donc c'est un vrai souci et je sais que j'ai détesté le film Hateful Eight que j'ai vu au cinéma. Je suis sorti énervé de ce film-là. Alors je vous partage une expérience de spectateur. Hein. Justement, Voilà. peut-être on va peut-être un peu loin, Mais allez-y. ouais, je trouve que ça, justement, c'est peut-être un de ses meilleurs, car juste avant ça, il faisait Django, qui est une exaltation de violence, Oui, qui pète dans tous les sens. Totalement, oui. Oui. Alors que là, dans Les Salopards, il est conscient que son public va l'attendre pour ça, Ouais, et qu'il attend vraiment le dernier moment, ouais. et non pas comme dans Ouais. The Thing. Moi, je trouve que D'accord. c'est la première fois que je le vois, j'étais très surpris de voir très vite la Vienne, de voir très vite le gore. Ouais. Là où dans Les Salopards, il attend vraiment la fin, et il joue avec son spectateur, Ouais. qui n'attend que ça, Oui, d'accord. car il le Oui, connaît. oui. Mais du coup, je sais pas, est-ce que enfin moi c'est une question que je vous pose, on va pas faire un débat sur Tarantino, mais est-ce que les films de Tarantino permettent d'aller aussi loin sur des interrogations qu'on va avoir là, sur la nature du réel, du mal, comme le cinéma de Kubrick était un hispanique. Moi, voilà, le cinéma qui m'intéresse dans mon optique, c'est clairement ce cinéma-là, et voilà, donc Tarantino, très bien, c'est du cinéma, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que j'ai vraiment du mal là-dessus. Et je comprends aussi qu'on puisse aimer totalement, il n'y a pas de souci. Monsieur? Moi, vu que c'est la première fois que je le vois, The Thing, j'étais très étonné. Enfin, même si je m'y attendais, je me dis que par exemple Tarantino, on sait qu'on a l'habitude, c'est à outrance, c'est gore et tout. Mais là, c'est presque un autre niveau, dans le sens c'est cauchemardesque, dans le sens c'est la violence, mais avec l'inimaginable. Donc c'est pas juste des mecs avec des colts qui tirent et qui a plein de sang qui jaillit. Là, c'est l'impensable, c'est l'inimaginable, et c'est le côté... Voilà, c'est Lovecraft. Le côté Ça, c'est Lovecraft, oui. voilà, la question de l'imaginaire. L'imaginaire. Ouais, on va revenir sur ça. Impensable, Voilà, et c'est ce point-là. terrorisant aussi. Exactement. Hein, qui est intéressant. Alors, je vais développer ça, parce que du coup, alors, je vais vous donner quelques éléments pour avancer là-dessus. Alors, c'est fin discutée. Dans le roman, victoire des humains, mais inquiétude d'une possible infection des oiseaux qui doivent voler vers le continent. Vous voyez, le film de Hawks, la créature épargne Carrington et finit électrocutée. Donc la créature, dans le roman, commence à avoir de l'empathie, et pas les hommes. Dans le scénario de Lancaster, au début, McCready et Syed se transforment en monstres. Ils sont sauvés au printemps par hélicoptère, qui accueille leur sauveteur. Alors là, il y a un truc qui ne va pas, parce que s'ils se transforment en monstres, comment ils peuvent être sauvés? Et ils accueillent les mecs en disant « Hey, which way to... est-ce qu'on va manger une bonne viande ?» Bon, c'était un peu bizarre comme truc. Ça, c'était la fin C'était la base fin du studio. Non, Qui a été ouais. discuté avec eux. C'est ça, c'est la fin qui a été discutée. Parce qu'en fait, moi je vais vous rappeler juste à un moment donné, il y a un dialogue. Qu'est-ce que dit McCready sur l'objectif de la chose? C'est quoi? C'est de survivre. Ouais. C'est Mais- de survivre. La chose, elle fait un truc, regardez dans le film. Et ça, vous l'avez pas... Enfin, j'ai pas eu de retour là-dessus, quand je vous ai posé la question sur la fin. La chose, son objectif, c'est de... Repartir. Mais elle fait un truc concrètement, qu'est-ce qu'elle fait par rapport De se geler. Hein? De se geler. Et ouais, elle coupe toutes les... Voilà. Eux, qu'est-ce qui va leur arriver à la fin? L'image d'après, c'est quoi? Ils meurent gelés. Donc la chose a gagné. Ouais. Donc est-ce qu'ils ne sont pas tous les deux infectés quelque part? Et est-ce qu'ils ne font pas le jeu de la chose? Et ça veut dire que le film va recommencer. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une équipe de secours qui va arriver. La chose, elle va se réveiller et elle va s'infecter. Et c'est la fin du monde. Il aurait dû se laisser sauter avec, en fait, ça se trouve. Ouais. Justement, et peut-être que le fait qu'il ait réussi à sortir de l'explosion montre qu'en fait, qu'il a la chose en lui et qu'il a alors qu'il Ouais. avait l'intention de crever, Ouais. il s'est sauvé. Donc peut-être ça pousse. Donc si vous voulez, cette fin, et par rapport à cette idée que effectivement la chose, l'idée c'est l'hibernation. À un moment donné, ce qu'elle voulait, c'est dormir tranquille, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et les êtres humains l'ont empêché de dormir tranquille pendant tout le film. Donc à un moment donné, elle les a possédés. Elle a été aussi en miroir de leur violence. À un moment donné, à la fin, on peut imaginer que... Alors, c'est comment ça se transmet? Bon, je vous rappelle qu'on a à un moment donné porté des masques parce qu'on avait peur de transmettre un virus qui n'était pas la peste noire, quand même, du Moyen-Âge, à nos proches. D'accord? Bon, donc à un moment donné, on était tous potentiellement un danger pour nos parents, nos grands-parents et compagnie, d'accord? Bon, c'est pas à ce niveau-là, mais on a quand même vécu un truc comme ça.
Donc peut-être qu'il faut se dire, je ne sais pas, hein, se poser des questions sur qu'est-ce qui se joue par rapport à ce qu'on dit là-dessus. Et sur la question de quel risque on prend à un moment donné, vous voyez. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est la vision de Carpenter, parce que alors, vous pouvez écouter, je l'ai fait hein, du coup, le commentaire audio. C'est là où Carpenter est un peu divergent avec ce que je viens de vous dire. Lui, il dit que ces héros se sacrifient, hein, et que globalement, ce que l'homme sait faire de mieux, c'est se sacrifier. Hein, c'est le personnage de Kurt Russell, ils acceptent de mourir, parce qu'effectivement, ils pourraient essayer d'appeler une équipe de secours et de dire bah, venez nous. Ils ne peuvent plus les appeler en même temps. Ils ne peuvent plus les appeler, et puis même avant de casser la station, ils ne recevaient pas de signal. Et ouais. Donc là, la question du sacrifice, voyez, même le commentaire de Carpenter, moi je le mettrais. Est-ce qu'ils ont le choix de faire autre chose? Ils peuvent s'entretuer éventuellement, d'accord? Voilà. Et c'est tout. Donc c'est complexe. Hein. Donc c'est clair qu'on n'est pas dans le retour du héros, le parcours de Campbell. Hein. Et qu'on est clair qu'on est dans la confrontation avec l'ombre. Hein. L'ombre est la question de la paranoïa sociale. Hein. Bon, c'est pour ça que je me suis permis une petite métaphore avec ce qu'on a vécu, parce qu'on est devenu quand même assez paranoïaque des gens qui nous entouraient. Donc à un moment donné, au repas de Noël, si les oncles et les tantes n'avaient pas fait leur test PCR, ils ne mangeaient pas à la table avec papy et mamie. Hein. Non, mais il y a des trucs dramatiques qui ont été vécus par des familles. Je tiens à vous le dire quand même. Enfin, vous êtes conscient de ça ou pas. Enfin, je ne vais pas vous chercher trop là-dessus non plus, mais il faut quand même saisir la paranoïa sociale. Hein. Aujourd'hui, où on en est de ça. Hein. Alors par contre là, on n'en est pas totalement là aujourd'hui. Hein. L'horreur cosmique. Alors ça c'est un truc que je vais vous montrer rapidement, et je conclue dans 5 minutes, sur la question du mal, qui était déjà présente dans Halloween. Hein. Dans Halloween, Michael Myers, on ne sait pas d'où il vient, on sait que c'est un enfant traumatisé, mais on n'en sait pas plus. Et il commet le mal de façon mécanique, comme une orange mécanique. Hein. On a passé le film de Kubrick dernièrement, sur comment l'homme perd son âme et devient une machine à tuer. Bon, c'est Carpenter qui a beaucoup développé ça. Alors chez Carpenter, on a effectivement un mal. Bon, par exemple, Magneto, je vous donne un exemple. Magneto, il est mauvais à un moment donné dans les X-Men, on le voit bien, parce que ses parents ont été déportés par les nazis. Hein. Et à un moment donné, il a développé ses pouvoirs pour essayer de récupérer ses parents qui étaient enfermés. Donc son mental, il a tordu les barreaux de la prison. Voilà. Donc là, c'est un mal qui n'est pas ontologique, Magneto. C'est un mal qui est réactif, qui est une réaction à une violence. Mais là, l'histoire de cette chose, il y a deux façons de le voir. Hein. C'est-à-dire, cette chose, elle va aussi révéler l'immanence du mal en l'homme. Hein. C'est-à-dire que le mal, bah oui, on voit bien que Macready, il peut très vite tuer quelqu'un s'il le soupçonne, et paf, c'est un cow-boy, quoi. Un cow-boy, mais pas dans le bon sens du terme, quoi. C'est pas le mec qui s'occupe des vaches et de la prospérité des champs, c'est le mec qui défend son territoire à coup de flingue. Voilà. L'Amérique est construite là-dessus, hein, sur cette ambivalence, hein, entre le cow-boy vaché et le cow-boy Gun Frontier, Tom Stott, vous voyez. Et donc, l'idée de l'aspect transcendant, c'est effectivement qu'est-ce qui se passe, hein, d'où il vient, hein, on ne saura jamais. Hein, c'était quoi l'image? C'était quoi l'objectif de ce vaisseau? Pourquoi il arrive sur Terre? En tout cas, il chute sur Terre. Quel était son objectif avant? On ne sait pas. Alors, ce qui est intéressant, dans le commentaire audio, Carpenter, il dit la fin est tragique. Donc ça peut aller dans l'idée que leur sacrifice est totalement vain, finalement. Ils se sacrifient, alors ils sont, en fait, ben, la chose, elle va geler avec eux, s'il y a un des deux, et de toute façon, ça va recommencer. Et là, on est dans une trilogie. Il dit c'est un film sur l'apocalypse. Alors l'apocalypse, c'est à la fois la révélation de ce qui est caché, mais c'est aussi potentiellement la destruction. C'est pour ça que les trois feux qu'on voit à la fin, il y a peut-être cette métaphore hein, de ça. Alors, je vous invite à voir Prince des Ténèbres en 87. Hein. Et puis, effectivement, L'Antre de la folie. Hein. C'est intéressant. Alors, rapidement, hein, je vous montre quelques images de Prince des Ténèbres, La traversée du miroir. On retrouve l'imagerie de Cocteau. C'est un film purement terrifiant, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui fait appel à la physique quantique. Et là, Carpenter allait très 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 mal, là. C'est un film de dépressif quand même. Hein. C'est à l'époque où plus aucun studio comme Universal veut tourner avec lui, donc il bricole ce truc, qui est quand même un film très étonnant. Et ça, effectivement, le film dans le film, L'Antre de la folie, où à un moment donné, le héros, alors le héros c'est un incrédule, hein, qui est agent d'assurance, et là il va se rendre compte que le type qu'il recherche, qui est une espèce d'avatar de Stephen King ou de Lovecraft, et ben à un moment donné, celui qui lit le livre est contaminé. Et à un moment donné, il passe dans un cinéma ou passe le film dans lequel il est. Donc voilà, on brise le quatrième mur là, de la distance. Donc Carpenter va très 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 loin dans son cinéma. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui il ne peut plus faire de cinéma. Parce que comme Gottlieb dans la bande dessinée, hein, je compare avec Gottlieb, si vous lisez God's Club de Gottlieb, Gottlieb il a été, God's Club aujourd'hui ça serait interdit par toutes les fatwas de toutes les religions intolérantes du monde. D'accord? Donc Gottlieb à un moment donné il s'arrête parce qu'il a été trop loin. Et Carpenter il a été avec L'Antre de la folie, vous l'avez vu? Non.
Je ne sais pas si vous partagez, ça va très très loin le film. Ouais, Ça met très mal à l'aise. très méta. C'est-à-dire, le mec qui a lu Stephen King toute sa vie, il dit, mais attends, Stephen King, il n'est pas en train de m'affecter le cerveau. C'est pas la chose, Stephen King, par rapport à ce que je fais. Pourquoi on a besoin de lire ces trucs-là? Ça nous fait quoi? Ouais, ça intéresse dans notre rapport compulsif au mal. Il y a l'aspect cathartique qui est fondamental, mais voilà. Alors, est-ce que finalement Carpenter ne serait pas un cinéaste nietzschéen? Alors, je fais un peu mon philosophe de comptoir là. C'est de dire qu'en fait, ce qui est intéressant, voilà, c'est que Carpenter déconstruit les choses. Il déconstruit l'humain dans The Thing. Et on pose la question, c'est quoi un être humain? En tout cas, un être humain, on verra dans les films d'après, un être humain, il est censé avoir justement la connexion entre ce qu'il pense, ce qu'il ressent et ce qu'il fait. Et là, c'est totalement rompu parce qu'il n'y a pas le côté cœur, il n'y a pas le côté communication, il n'y a pas le côté intuition et empathie. Il va déconstruire le divin, puisqu'en fait, il montre que le monde, on dit Dieu a créé le monde. Non, Carpenter, il dit non, il est comme l'agnostique, il dit le monde, c'est le diable qui l'a créé. Et nous sommes dans le monde du prince des ténèbres. Donc là, il est cathare, Carpenter, dans Prince des ténèbres. Donc c'est chaud pour les gens. Donc ça explique a priori la Shoah, parce que le problème du peuple juif, il dit, mais c'est vrai, on adore Dieu, puis Dieu il nous sacrifie. Les gnostiques, ils ont dit, c'est normal, parce que vous adorez pas le bon Dieu, vous adorez le mec qui se fait passer pour Dieu. C'est ce que Jung met en avant dans les 7 sermons aux morts. Il y a un texte vraiment très intéressant à lire là-dessus. Voilà. Et Carpenter, je ne sais pas s'il a lu Jung, mais en tout cas, il met en avant ça. Et dans l'ordre de la folie, le 4e mur, la réalité et la fiction, c'est explosé total. Donc c'est vrai que Carpenter, à la fin, malheureusement, contrairement à Kubrick ou Terrence Malick, qui sont des grands auteurs comme lui, il finit très désabusé par la société et puis les échecs de ses films et son incompréhension. Voilà. Donc vous voyez, par exemple, on avait presque, par rapport à la notion d'apocalypse, une des images, on a presque les chiens et la bête de l'apocalypse, dans une dévision de la chose qui avait été faite à une époque. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que Carpenter va commettre un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est son dernier geste cinématographique et qui s'appelle La fin absolue du monde. Donc ça s'appelle Cigarette Burns, dans Master of Horrors, qui est assez intéressant, parce que là, on va au bout du bout de cette démarche. Ce qui est très intéressant, c'est que la démarche de Carpenter, on la voit en écho avec la saison 3 de Twin Peaks, que je vous conseille de revoir. Alors pour ceux qui aiment bien Twin Peaks, vous avez sur la chaîne Libermundi une analyse du film faite avec Pacom Thielman. J'ai commencé le Ciné-Club ici avec Pacom pour présenter le film Twin Peaks. Je vous invite à voir ces films-là, à voir la saison 3, parce que ça dit des choses sur notre époque. Et c'est vraiment complémentaire à la séance de ce soir. Et en fait, moi, les grands thèmes de Carpenter, vous voyez, c'est des choses, la question des fantômes dans Fog, le retour de Refoulé, les vampires sauvages, c'est des thèmes qu'on revoit au cinéma, les enfants aussi, qui sont la contagion du mal, avec ces enfants dans Le Village des damnés, qui est aussi un remake, un film très fort qui va ressortir. Et puis l'idée que j'ai revue, c'est du conditionnement. Sten Plisken, à un moment donné, c'est aussi l'avatar du personnage qu'on a vu là. Dans un monde totalement... Los Angeles 2013 est un film où il renvoie dos à dos l'ordre et le désordre. C'est-à-dire les gens qui sont censés faire la révolution, ils sont pires que les gens qui maintiennent l'ordre. Donc là, Carpenter, on pense qu'à un moment donné, il est plutôt républicain, démocrate contre les républicains, mais là, avec ça, il fait comme Hergé, si vous connaissez Tintin et les Picaros. C'est le Tintin et les Picaros de Carpenter, Los Angeles 2013. Vous l'avez vu ou pas? Oui. Ouais. Et donc, vous savez qu'il devait y avoir une suite, c'est-à-dire qu'il devait y avoir Vampire, il devait y avoir Sten Plisken qui revenait, qui était le personnage exfiltré. Enfin, Vampire, non, c'est Ghost of Mars, excusez-moi. Et là, on a l'idée, pareil, dans Ghost of Mars. Vous voyez, The Thing refait, il a mis du The Thing un peu dans tous les films que je vous ai montrés. Et là, c'est l'idée on est sur Mars, et on libère une force qui va rendre les gens. Alors, on est un peu dans Mad Max, on est un peu dans le film de zombies, on est dans un imaginaire qui est quand même très très dur. Voilà. Alors par contre, John Carpenter, il a une vraie dualité avec ce film que je vous invite à voir, sur la question de l'amour et du féminin. C'est très très beau ça, Starman. C'est un film de commande, mais il met des choses, et on a un métamorphe aussi. Vous l'avez vu ce film-là? Je vous invite vraiment à le voir, parce qu'on a un autre... Donc Carpenter, effectivement, il a, ce que j'ai envie de dire, une vision gnostique, une vision sur la dualité. Alors, la vision gnostique, c'est l'idée qu'il y a une dualité, il y a deux natures, et ça se pose la question, est-ce qu'on peut... Voilà. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus, vous avez des bouquins sur la gnose, par exemple avec un Hollandais qui a écrit des choses, Rick Borg, et vous avez
quelqu'un qui est beaucoup cité par Pacom Thielman. Pacom fait tout un travail d'exégèse de la culture populaire. Il a écrit Cinéma hermética, c'est quelqu'un que j'aime bien. Et il se réfère à quelqu'un qui s'appelle Raymond Abellio, que je vous invite à redécouvrir, pour aller plus loin dans cette pensée gnostique que Carpenter ou que Kubrick vont incarner dans leurs films. Voilà. Alors, je termine enfin sur la question des extraterrestres. C'est-à-dire, ce film, il a été choisi pour vous montrer la thématique du danger extraterrestre. C'est évident. Les autres films seront totalement différents sur cette idée de l'étrangeté de ces personnes ou de ces entités qui viennent d'ailleurs. C'est que là, l'extraterrestre, c'est le miroir de nos propres ombres. C'est qu'en fait, quand on rencontre l'ordre, il faut savoir communiquer. C'est comment on communique. Et une des questions que posait Carpenter à un moment donné, qui était intéressante, comment agit l'homme si vous arrivez sur une planète totale avec des formes de vie végétale, d'accord ? Vous avez, je sais pas, vous avez vu les personnages comme Groot, vous avez, il n'y a que des Groot, et à un moment donné, vous avez faim. Qu'est-ce que vous faites ? Vous mangez 2-3 Groot. Et pour les Groot, vous allez être, alors peut-être vous n'allez pas vous transformer en Groot, mais vous allez vous transformer en prédateur parce que vous avez faim et vous voulez survivre, vous voyez ? Donc c'est cette question-là. C'est-à-dire que le besoin de survie, quelque part, il est presque amoral, vous voyez ? Et donc Carpenter, il nous oblige à regarder le mal en face. Alors au risque, voilà, ça c'est le problème de la question, c'est que tous les gens qui regardent le mal en face, c'est ce qu'on fait à la fin, on regarde deux personnages qui eux-mêmes se regardent en disant c'est peut-être toi le malin, et nous on les regarde en disant mais lequel est... Oui, finalement c'est peut-être tous les deux. Le problème, et que va poser Carpenter, et qui reste irrésolu, et peut-être qu'il a résolu en plus faisant le cinéma, c'est qu'à un moment donné, à force de regarder le mal en face, est-ce que le mal, il ne va pas nous posséder ou nous rendre dingue comme dans l'Antre de la folie ? Vous voyez ? Jusqu'où ça va, cette idée de cette compulsion pour le noir, vous voyez ? Voilà. Donc je vous invite à, effectivement, réfléchir à ça. Si vous souhaitez, donc les prochaines séquences, jeudi 12 mai, premier contact de Denis Villeneuve, et on termine en beauté avec Tarkovsky. Forcément les Solaris. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être resté super. Merci beaucoup. Portez-vous bien.